Chers amis téléspectateurs de Weli TV, bienvenue dans votre émission Les Grandes Lignes. Une émission qui a l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui l'inspecteur Mohamed Pam de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Tambacounda. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Monsieur Diallo, bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes notre invité dans cette émission ô combien importante. Nous allons ensemble faire la revue de tout ce qui est d'actualité sur l'emploi, l'employabilité et surtout parler du service que vous dirigez. Parlez-nous des missions de l'inspection régionale du travail. Merci beaucoup, M. Diallo, de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette émission. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Mohamed Pam. Je suis le chef de service régional du travail et de la sécurité sociale de Tambacounda. Inspection que nous retrouvons donc dans les 14 régions et qui dépendent donc du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Donc, entre autres missions, nous sommes chargés de veiller à l'application de la législation sociale au sein donc, de tous les établissements qui nous sont assujettis. Donc, par établissement assujetti, donc, ce sont les entreprises qui sont implantées dans la circonscription administrative de Tambacounda et qui recrutent en tout cas un personnel. Nous sommes chargés de veiller à cette application-là à travers donc, des missions de contrôle que nous effectuons essentiellement donc, dans ces 10 entreprises. Donc, très souvent, nous sommes sur le terrain à travers ces contrôles-là pour veiller à l'application de la législation sociale dans ces établissements-là. En plus de cela, donc, nous portons des conseils techniques aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs. Ces missions donc, se résument en ces 3 C-là, le contrôle, le conseil et les conciliations. Conciliation donc, dont on aura l'occasion donc, de venir plus amplement. C'est ça. Donc, parmi ces missions, la gestion des conflits joue un rôle important ou occupe une place importante. Comment parvenez-vous à gérer les conflits entre les employés et les employés? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, donc, après les missions de contrôle, donc, on recense des requêtes communément appelées plaintes au niveau donc, des travailleurs, mais aussi au niveau des employeurs. Donc, le Code du travail, la loi 97-17 du 1er octobre 1997 portant Code du travail du Sénégal, permet donc aux travailleurs, mais aussi bien aux travailleurs qu'à l'employeur, lorsqu'il se sent lésé donc, de certains de ces points de droit, écrire une requête qu'on appelle plainte auprès donc, de l'inspection du travail. Et dans ces cas de figure, conformément donc, à l'article L241 du Code du travail, nous invitons les 2 parties à une séance de tentative de conciliation. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas évident, c'est extrêmement compliqué. Dans la mesure où donc, notre mission par rapport à ce conflit-là est d'essayer d'harmoniser les positions et donc de lire le droit par rapport à ces conflits-là. Donc ce sont des différends que nous observons souvent sur les conditions de travail, souvent sur l'octroi de certains principes qu'on appelle des principes incompressibles du travailleur, notamment les questions de congé, notamment les salaires, les contrats de travail, l'existence ou non donc, de ces contrats, l'affiliation aux différentes institutions de prévoyance sociale, que sont la Caisse de sécurité sociale, l'IPRES, et l'affiliation à une IPM pour la prise en charge donc, de la maladie du travailleur et de sa famille. Donc, ce sont ces points-là sur lesquels on discute. Et ces conflits, donc, comme vous l'avez dit, ne sont pas faciles à gérer, mais nous en assurons juste la tentative de conciliation. Dans la mesure où, s'il y a un consensus après discussion, nous établissons ce qu'on appelle un procès verbal de conciliation, montrant que donc, les différents points de droit sur lesquels ont été fait l'objet de cette séance-là, on a pu trouver donc, un consensus, un point d'accord. Les points sur lesquels on n'est pas tombé d'accord, donc là, on établit ce qu'on appelle un procès verbal de conciliation partielle. Parce qu'il y a des points sur lesquels on est tombé d'accord, mais il y a d'autres points sur lesquels donc, on n'est pas tombé d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas de consensus, on n'est pas donc tenu d'avoir ce consensus-là. Nous établissons ce qu'on appelle un procès verbal de non-conciliation, associé à un rapport additif qui circonstancie un peu donc, les conditions de la tenue de la conciliation et qu'on transmet au niveau du tribunal du travail. Donc le président du tribunal du travail va se substituer à nous et reprendre donc, le dossier pour en juger donc, dans le fond. Donc ça se passe comme ça, en tout cas, de façon globale. Maintenant, dans la région de Tamba, on peut dire que quand même c'est une région assez conflictuelle dans la mesure où donc, au quotidien nous recevons souvent une plainte par jour. Donc dans le mois, on arrive à 40 voire 42 plaintes le mois
que nous essayons donc tant bien que mal de gérer vu l'effectif que nous avons. Aujourd'hui, dans ces entreprises, nous avons vu le rôle que les stagiaires sont en train de jouer. Pensez-vous que les entreprises sont en train de respecter le code du travail par rapport à ces derniers, les stagiaires? Okay. Vous savez, M. Diallo, avant 2015, donc, les stagiaires de façon globale étaient en tout cas lésés, étaient dans une situation extrêmement précaire. Donc vous pouvez voir un travailleur en situation de stage pendant au moins une dizaine d'années. Maintenant, pour remédier à cela, on a mis en place, donc, on a institué le décret 2015-777 du 2 juin 2015 portant, donc, fixant les règles applicables au contrat de stage. Parce que c'est un type de stagiaire. Donc, dans le code, nous avons des types de contrats proposés aux travailleurs. Et parmi ces contrats-là, le contrat de stage en figure en occupe une bonne place. Maintenant, à partir de 2015, on a pu au moins assainir et organiser donc, cet environnement-là pour permettre à ces stagiaires donc, de pouvoir, conformément à ses aspirations, être en entreprise et voilà, donc, être dans les conditions qui vont lui permettre donc, de pouvoir s'épanouir dans le milieu professionnel. Et postérieurement, avoir un emploi stable salarié, un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Maintenant, ce qui se passe dans les entreprises, on voit donc le recours abusif à ces stagiaires-là et que la loi, ce même décret, nous dit que le stagiaire ne peut durer, le contrat de stage ne peut durer plus de 2 ans. Or, dans la pratique, à travers les contrôles que nous effectuons, on voit donc un stagiaire qui fait plus de 5 ans. Maintenant, le même décret nous dit que s'il y a continuation donc, des services, on reconsidère automatiquement le contrat comme étant un contrat à durée indéterminée depuis la prise d'effet. Ce décret fixe 4 types de stages. Donc, nous en avons 4, le contrat d'adaptation, le contrat d'incubation, le contrat de réadaptation. Donc, nous avons 4 types de stages. Ces types de stages-là vont permettre, selon donc, les aspirations professionnelles donc, de ces jeunes-là, de pouvoir être en contact avec le monde du travail. Et maintenant, dans la circonscription administrative de Tambacounda, nous essayons tant bien que mal de tout faire pour que les entreprises donc, puissent se confirmer à ces exigences donc, émanant du décret 2015-777. C'est ça. Je rappelle que vous suivez votre émission Les Grandes Lignes qui reçoit aujourd'hui l'inspecteur Mohamed Pam de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Monsieur l'inspecteur, venons-en maintenant à l'actualité, à l'emploi, l'employabilité des jeunes. Récemment, avec les instructions du président de la République, vous avez participé à un CRD pour situer, n'est-ce pas, et faire un bon diagnostic sur la problématique de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qui a été retenu à la sortie de ce CRD? Bon, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'actualité. Donc, la problématique de l'emploi des jeunes reste entière. En conséquence donc, de la commande venue donc, du président de la République qui avait demandé donc, la tenue des CDD et des CRD donc, dans tous les départements et dans toutes les régions. Donc, la région de Tamba a tenu donc, la sienne, son comité de CRD le 26 mars 2021. À l'issue duquel CRD, on a pu recenser l'ensemble des contraintes qu'on a pu observer sur le plan de la formation professionnelle des jeunes, sur le plan donc, du financement des jeunes, mais sur le plan de leur insertion après formation. Donc, on a pu répertorier ça à travers un rapport qu'on a remis à la plus haute autorité et qui servira donc d'outil, qui servira d'un outil d'aide à la décision. Oui. Donc, des recommandations également ont été faites à l'endroit de ce CRD-là. Et dans le rapport, donc, il y a des recommandations qui ont été proposées en tout cas à la plus haute autorité. Et entre autres recommandations, on les a organisées de telle sorte que quand même pour le secteur de la formation professionnelle, pour le secteur donc, du financement des jeunes, mais pour le secteur donc, de l'accompagnement vers l'insertion, que chacun donc, il puisse y trouver son compte et qu'en fonction donc, des réalités de la région, que ce document puisse servir en tout cas à faire la promotion donc, de l'emploi des jeunes et apporter donc, des solutions par rapport à ce fléau-là. Et partout dans le pays, nous entendons des forums par-ci, forums par-là. Et le président a fait même appel ce jeudi 22 à une grande concertation regroupant toutes les couches de la société. Pensez-vous que ces forums pourront régler la problématique de l'employabilité des jeunes? Bon, vous savez, la problématique
traverse plusieurs aspects. Donc, il y a plusieurs ministères qui interviennent donc, dans cette problématique-là. Donc, le résoudre demande donc, des actions urgentes, immédiates, mais réfléchies donc, dans le long terme. Et par rapport à cela, donc, le président a voulu avoir l'existant, c'est-à-dire ce qui se passe présentement, ce que les jeunes vivent au quotidien par rapport donc, à l'accès à la formation, à l'accès au financement et à leur insertion professionnelle. Et en conséquence de cela, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, demain se tiendra ce conseil-là, national, socio-économique et sur l'emploi des jeunes et leur réinsertion socio-économique. Et c'est extrêmement important parce que ce sont donc les jeunes regroupés donc, sur l'étendue du territoire. Chaque région aura au moins 40 représentants qui vont, avec le président de la République, discuter de leur localité, des spécificités, mais des contraintes qu'ils ont à travers ces différents aspects-là. On ne peut pas dire que cela va permettre de régler le problème, mais cela pourra au moins nous faire un diagnostic. Et ce diagnostic sera fait par qui? Par les acteurs, donc par ceux qui souffrent de cette problématique de l'emploi des jeunes et de la formation. Donc ça peut être quand même un tournant décisif et ça va permettre aux décideurs étatiques également de pouvoir prendre les décisions idoines et les mesures concrètes qui permettront de résoudre pas à pas le chômage qui sévit ce pays. Mais la formation professionnelle des jeunes, ça pose problème toujours. Les jeunes n'aiment pas se faire former. Et ils ont aussi difficilement, ils accèdent au financement. Il y a aussi une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Pensez-vous qu'au lieu d'organiser des concertations et des forats, de s'accentuer sur ça pour résoudre réellement ce problème? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça implique plusieurs acteurs à la fois. Et comme vous le voyez, je donne juste un exemple. Le marché, comment il est structuré, le marché du travail, présentement au Sénégal, c'est-à-dire avant les indépendances. Au moment des indépendances, il y avait ce qu'on appelait le service de la main-d'œuvre, les SMO, qui centralisaient et les demandes et les offres d'emploi. C'est-à-dire que pour une entreprise qui souhaite en tout cas recruter un travailleur, il passait par ce service-là. Ce service recrutait également recensait les demandes d'emploi. Donc tout jeune ou tout travailleur aspirant à rechercher un emploi était censé s'inscrire au service de la main-d'œuvre. Maintenant, à partir de 1987, avec les politiques d'ajustement structurel, on a libéralisé l'offre d'emploi. Maintenant, le problème que nous avons présentement, c'est où se trouve cette offre-là. Comment est-ce qu'on peut quantifier cette offre? Quelles sont les statistiques par rapport à l'offre d'emploi? Nous ne l'avons pas. Donc, c'est extrêmement difficile. D'où le problème criard de l'information auprès des jeunes. Et il faut le dire, cette incohérence institutionnelle est en train de peser lourdement sur les jeunes-là parce que les jeunes n'ont pas l'information par rapport aux possibilités de financement, par rapport aux possibilités de formation, mais par rapport aux possibilités d'insertion dans le monde professionnel. Maintenant, comme vous l'avez dit, s'ils sont un peu réticents à la formation professionnelle, ça risque de poser problème. Dans la mesure où le monde du travail est tellement exigeant, donc les entreprises miseront plus pour une personne dont l'employabilité elle est là, accrue. Une personne disponible à apporter de la valeur ajoutée à cette entreprise-là. Donc ces dernières chercheront à recruter ces 10 jeunes-là. Et maintenant, ceux qui n'ont pas fait de formation professionnelle, ceux qui ne vont pas vers la recherche de financement pour leurs projets, etc., seront malheureusement laissés en rade. Dernière question, M. Pam, les contrats de travail, est-ce qu'ils sont assez enregistrés? Ils sont enregistrés au niveau de l'inspection régionale de travail et de sécurité sociale? Bon, le Code du travail permet aux entreprises de venir enregistrer leurs contrats conformément à ces 10 codes-là. Maintenant, à l'exception du contrat à durée indéterminée qui peut se faire de façon orale. Maintenant, l'enregistrement permet d'apporter la matérialité de ce contrat-là. Nous en recevons, comme vous l'avez dit, et on a des statistiques qu'on peut partager avec vous. Par exemple, pour l'année 2020, on a recensé 2190 contrats de travail à l'inspection du travail. Pour l'année 2019, on a recensé 2001 contrats. Et pour l'année 2018, 1370. Donc, ce qui montre un réel dynamisme du marché du travail dans cette région-là. Et quand on a réparti la tranche d'âge par rapport à ces contrats, on s'est rendu compte que la moyenne d'âge tourne autour de 37,3%.
C'est ça. Merci. En tout cas, même sur cette moyenne d'âge, j'ai vu quelque part les financements où l'âge de la jeunesse s'arrête à 35 ans. Certains sont en train de faire un plaidoyer pour l'amener jusqu'à 40 ans. Je pense que c'est un peu pertinent ça. C'est assez pertinent. Bon, en tout cas, c'est défini par la charte de la jeunesse et les différents instruments donc, de l'Organisation internationale du travail à 35 ans. Maintenant, vu nos réalités, on le sait bien, on sait tous que quand même le jeune, il peut aller au-delà même de 40 voire 42 ans. Maintenant, si le plaidoyer peut être porté donc, devant les autorités et qu'elles puissent accéder à cela, ce serait donc une très bonne chose. Ça permettrait au moins de réduire donc, la population active appelée inoccupée. C'est ça. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous recevoir, monsieur Bam. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Diallo. Un dernier mot à l'endroit des jeunes, de la jeunesse. Bon, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'ils essaient au moins donc, de se rapprocher donc, des services techniques concernés par ces questions d'emploi-là. Parce que plusieurs mécanismes ont été mis en place, il faut le dire. Il y a les 3 FPT donc, qui financent, qui forment les jeunes. Il y a l'ANPEJ qui accompagne en termes donc, de gestion de projet et donc, de financement éventuellement. Mais aussi d'autres organismes et ONG de l'État qui œuvrent pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, que ces derniers se rapprochent donc des services de ces services techniques-là. Oui. Merci également à vous qui nous avons suivis, qui avons suivi cette émission Les Grandes Lignes. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. En attendant, nous remercions toutes les autorités administratives, académiques, politiques et surtout religieuses qui ont toutes été là le samedi passé pour participer à l'inauguration des nouveaux locaux de Weli Media. Merci à vous tous. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro des Grandes Lignes.